Le pont de cuirassé zéphirien, tonalité cramoisie, bourdonnait d'une efficacité silencieuse. Le commandant Vexto se tenait devant l'écran principal, les mains écailleuses jointes derrière le dos. Ses yeux jaunes examinaient les signaux étranges provenant de la planète inconnue devant eux. Ces signaux étaient différents de tout ce que l'Empire zéphirien avait rencontré au cours de sa conquête de 17 systèmes stellaires. « Commandant, les signaux deviennent plus forts », rapporta le lieutenant Zedem depuis la station de communication. Ses doigts griffus dansaient sur les panneaux de commande. Ils semblent provenir de multiples endroits à la surface de la planète. Vext hocha lentement la tête. La planète devant eux était belle, d'une manière qui le mettait mal à l'aise. Des océans bleus couvraient la majeure partie de sa surface, avec des masses terrestres vertes et brunes éparpillées entre les nuages blancs. Elle semblait paisible, presque invitante, mais quelque chose en elle déplaisait à ses instincts de guerrier. « Que nous disent les scans sur ce monde ?» demanda-t-il à l'officier scientifique. Le sous-commandant Gvar leva les yeux de sa station, ses 4 yeux clignant en séquence. « Les relevés sont inhabituels, monsieur. La gravité est presque le double de ce que nous considérons normal pour les mondes habités. L'atmosphère contient des niveaux d'oxygène qui seraient toxiques pour la plupart des espèces que nous connaissons. Et les modèles météorologiques ?» Il s'interrompit, vérifiant à nouveau ses instruments. Les modèles météorologiques révèlent d'énormes tempêtes qui se déplacent régulièrement à la surface. N'importe laquelle de ces tempêtes serait classée comme une catastrophe naturelle sur notre monde natal. Pourtant, des signaux intelligents proviennent clairement de la surface, songea Vextal. Quel genre d'espèce pourrait vivre dans de telles conditions? Pendant ce temps, sur la station de surveillance spatiale humaine, base Aurora, le capitaine Jake Morrison vivait le jour le plus palpitant de sa carrière. La station orbitait la Terre à une distance sûre, veillant exactement à ce genre d'événement. Lorsque les vaisseaux extraterrestres apparurent sur ses capteurs, Jake dut lancer les scans 3 fois pour croire ce qu'il voyait. « Lisa, tu captes ça ?» appela-t-il son officier des communications. Lisa Harper leva les yeux de sa console, ses cheveux bruns retombant sur son visage. « Si tu parles de la flotte extraterrestre massive qui vient d'apparaître dans notre système solaire, alors oui, je le capte. » Elle essayait de garder sa voix calme, mais Jake pouvait entendre l'excitation sous-jacente. « Jake, il y a au moins 50 vaisseaux là-bas. Certains sont énormes. » Jake hocha la tête et tendit la main vers le système de communication d'urgence. En quelques minutes, il était connecté à la surface de la Terre, parlant avec des commandants militaires et des responsables gouvernementaux. La conversation fut brève, mais claire. L'humanité s'était préparée à cette éventualité pendant des décennies. Ils avaient des protocoles en place. Essayez d'établir le contact. Vint l'ordre du général Robert Hayes du Pentagone. Utilisez les séquences mathématiques dont nous avons discuté. Faites-leur savoir que nous sommes intelligents et pacifiques. Lisa commença à transmettre. Elle commença par des nombres premiers, puis passa à des constantes mathématiques. La réponse vint plus vite que prévu. Les vaisseaux extraterrestres commencèrent à diffuser leurs propres séquences mathématiques, suivies de formes géométriques simples et de pictogrammes rudimentaires. « Ils essaient de communiquer », dit Lisa, ses doigts volant sur le clavier. « Regarde ça, Jake, ils envoient des images simples de leur espèce, de leur vaisseau, des concepts de base. » Jake étudia les images sur son écran. Les extraterrestres ressemblaient à de grands lézards marchant sur 2 pattes. Ils avaient 4 yeux et des écailles qui semblaient chatoyer à la lumière. Leur vaisseau était massif, clairement conçu pour la guerre. Mais les messages qu'ils envoyaient semblaient assez pacifiques. « Ils demandent la permission d'envoyer un petit groupe à la surface de la planète », traduisit Lisa après plusieurs heures d'échange. « Ils veulent rencontrer nos représentants. » Jake sentit son cœur s'emballer. Premier contact avec une espèce extraterrestre. Il se demande s'il était prêt pour cela, si l'humanité était prête pour cela. Les extraterrestres semblaient puissants. Leur vaisseau était clairement plus avancé que tout ce que les humains avaient construit. Mais il y avait quelque chose dans leur message qui semblait presque prudent. À bord du Crimson Talon, le commandant Vexto nourrissait des pensées similaires. Son espèce avait contacté des dizaines d'autres races intelligentes au cours de son expansion à travers la galaxie. Habituellement, le premier contact était simple. Ils arrivaient, démontraient leur technologie supérieure et l'espèce locale se soumettait ou était conquise. Mais quelque chose dans cette situation semblait différent.
Les natifs ont accepté de nous rencontrer, rapporta le lieutenant Zem. Ils nous suggèrent d'atterrir à des coordonnées spécifiques sur leur continent principal. L'emplacement semble être une sorte de réserve naturelle. Une réserve, demanda Vexto. Quel genre de réserve? D'après leur transmission, il semble s'agir d'une zone où ils protègent leur faune et leurs caractéristiques naturelles locales. Ils l'appellent le Yellowstone National Park. Vexto trouva cela intéressant. La plupart des espèces civilisées vivaient dans des environnements soigneusement contrôlés, la nature étant repoussée aux confins de leur monde ou entièrement éliminée. Le fait que ces êtres maintiennent des réserves suggérait qu'ils étaient soit très avancés, soit très primitifs, étant donné la nature hostile de leur monde. Il suspectait cette dernière option. Très bien, décida-t-il. Sélectionnez 3 éclaireurs pour la mission de surface. Incluez Kedvar et 2 de nos meilleurs guerriers. Combinaison environnementale complète et armure lourde. Nous ne savons pas à quoi nous attendre là-bas. Monsieur, intervint Kedvar depuis sa station. Les relevés atmosphériques suggèrent que les natifs respirent le même mélange général de gaz que nous, juste dans des concentrations différentes. Les combinaisons pourraient ne pas être nécessaires. Mieux vaut être préparé, répondit Vexto. Ce monde semble déjà assez dangereux sans prendre de risques inutiles. De retour à la base Aurora, Jake et Lisa continuaient leur communication avec la flotte extraterrestre. Plus ils en apprenaient sur leurs visiteurs, plus ils semblaient impressionnants. Les extraterrestres se nommaient les Zéphiriens et contrôlaient apparemment une partie significative de la galaxie locale. Leur technologie était clairement supérieure à celle des humains. « Pourquoi pensez-vous qu'ils veulent se rencontrer à la surface ?» se demande Lisa à voix haute. « Pourquoi ne pas simplement inviter nos représentants à bord de leur vaisseau ?» Jake y réfléchit. « Peut-être est-ce un test. Peut-être veulent-ils voir comment nous vivons. À quoi ressemble réellement notre monde. Ou peut-être qu'ils sont juste polis. Ou peut-être, dit Lisa tranquillement, sont-ils prudents. Regarde leurs vaisseaux, Jake. Ce sont des vaisseaux de guerre. Mais ils gardent leur distance et demandent la permission pour tout. Ce n'est pas ainsi que les conquérants se comportent habituellement. » Jake hocha la tête. Elle avait raison. Il y avait quelque chose de presque respectueux dans l'approche des extraterrestres. C'était comme s'ils étaient prudents plutôt qu'agressifs. Il se demanda ce que cela signifiait. Alors que la navette extraterrestre se préparait à descendre vers la surface terrestre, aucune des 2 espèces ne réalisait qu'elle était sur le point de vivre quelque chose qui allait changer définitivement leurs 2 civilisations. Les Zéphiriens pensaient rencontrer une autre espèce primitive sur un monde rude mais gérable. Les humains pensaient rencontrer des extraterrestres avancés qui jugeraient leur simple planète et la trouveraient décevante. Aucun groupe ne comprenait que la Terre, que les humains considéraient comme un foyer normal, bien que parfois difficile, était sur le point de se révéler bien plus extraordinaire que quiconque ne l'avait imaginé. La navette zéphirienne Grief d'Acier traverse l'atmosphère terrestre tel un astre filant. À l'intérieur, 3 des plus éminents guerriers de l'Empire étaient assis dans des sièges renforcés, leur combinaison environnementale fredonnant doucement. Le sous-commandant Kedvar vérifia son équipement une dernière fois, tandis que les guerriers d'Exmo et Centaure examinaient leurs paramètres de mission. « N'oubliez pas, dit Kedvar dans son communicateur, c'est une mission diplomatique. Nous observons, nous apprenons et nous rendons compte au commandant. Les natifs ont choisi ce qu'ils appellent un endroit pacifique pour notre rencontre. Dexmo, vétéran de 12 campagnes, ajusta son blindage. Toute espèce capable de vivre sur un monde avec cette gravité et cette composition atmosphérique mérite notre respect, dit-il. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ils voulaient nous rencontrer dans une zone sauvage, plutôt que dans leur capitale. Peut-être souhaitent-ils nous montrer la beauté naturelle de leur monde, suggéra Centaure. Elle était la plus jeune des 3. Mais son dossier de combat était impressionnant. De nombreuses espèces tirent fierté de l'apparence de leur monde natal. La navette franchit la couche nuageuse, et les 3 Zéphiriens eurent leur première vue dégagée du site d'atterrissage. En dessous s'étendait un paysage sans pareil. De la vapeur s'élevait du sol en dizaines d'endroits, créant des colonnes blanches contre le ciel bleu. Des rivières d'eau s'écoulaient entre des collines couvertes de végétation verte. Des montagnes s'élevaient au loin. Leurs sommets blancs
de ce qui semblait être de l'eau gelée. Les relevés thermiques sont incroyables, rapporta Kevar au Crimson Talon. La température du sol varie énormément sur la zone d'atterrissage. Certaines zones enregistrent des températures proches de l'ébullition, tandis que d'autres sont bien en dessous de zéro. Comment les natifs survivent-ils à de telles conditions extrêmes? Atterrissez aux coordonnées désignées, répondit le commandant Vexto. Maintenez une communication constante. Si quoi que ce soit semble dangereux, retournez immédiatement au vaisseau. La navette se posa sur une zone plate près de ce qui semblait être une petite structure. À travers les hublots, les Zéphyriens purent voir deux humains les attendre. Les deux silhouettes semblaient incroyablement petites et fragiles, ne portant que de fines couches de vêtements, malgré les dures conditions de la planète. « Ce doivent être nos contacts », observa Centaure. « Ils ne semblent pas porter d'équipement de protection. Peut-être que leurs combinaisons environnementales sont plus avancées qu'elles n'y paraissent, » suggéra Dexmo, bien qu'il ait l'air dubitatif. Kevar activa le mécanisme de la porte de la navette. « Allons voir. » Au moment où les portes s'ouvrirent, les trois Zéphyriens reculèrent, chancelant. L'air qui s'engouffra dans la navette semblait brûler comme du feu. Leurs combinaisons environnementales commencèrent immédiatement à filtrer l'atmosphère. Mais même l'air traité leur brûlait les poumons. La gravité les frappa comme un poids matériel, exigeant un effort considérable pour chaque mouvement. « Par les étoiles antiques !» haleta Centaure, s'agrippant à l'encadrement de la porte pour se stabiliser. « Comment respire-t-il ici ?» À l'extérieur de la navette, le garde forestier Tony Martinez observa avec inquiétude les trois extraterrestres qui peinaient apparemment à poser le pied sur le sol. Il avait été informé de la rencontre, mais personne n'avait mentionné que les visiteurs pourraient avoir des difficultés avec l'environnement terrestre. « Est-ce qu'ils vont bien ?» demanda la docteure Amy Foster, la biologiste qui s'était portée volontaire pour aider au premier contact. Elle tenait une tablette dotée d'un logiciel de traduction basique et d'une collection d'images de la Terre pour faciliter la communication. Tony haussa les épaules. Peut-être viennent-ils d'une planète à la gravité plus légère? Nous devrions probablement leur laisser un instant pour s'adapter. Les trois aériennes sortirent lentement de la navette. Chaque pas était un effort monumental. Leur combinaison enregistrait la composition atmosphérique comme respirable, mais très concentrée. Les niveaux d'oxygène étaient presque toxiques, tandis que d'autres gaz, qui auraient dû être présents, étaient presque totalement absents. « Salutations !» lança Tony, parlant lentement et distinctement. Il leva la main dans ce qu'il espérait être un geste universel de paix. « Bienvenue sur Terre, je suis Tony Martinez. Et voici la docteure Amy Foster. » Kevar activa le système de traduction de sa combinaison. Après un instant, il parvint à répondre dans un anglais fortement accentué. « Salutations, humains. Je suis le sous-commandant Kevar. Ce sont les guerriers Dexmo et Centaure. Enchanté de vous rencontrer, » dit Amy avec un sourire chaleureux. « Nous sommes dans le parc national de Yellowstone. C'est l'une de nos zones de nature sauvage protégée. Nous avons pensé que ce serait un endroit agréable et paisible pour notre première rencontre. » Le mot « paisible » était encore en cours de traitement par le système de traduction lorsque le sol sous leurs pieds commença à gronder. Les Zéphyriens dégainèrent immédiatement leurs armes, balayant les alentours à la recherche de menaces. Leurs combinaisons détectèrent une activité sismique équivalente à un bombardement d'artillerie mineure. « Tremblement de terre !» demanda Centaure, s'appuyant contre la navette. « Oh, ce n'est que Old Faithful !» dit Tony d'un air décontracté, désignant une petite colline à environ 200 mètres de distance. Elle est sur le point d'entrer en éruption. C'est un spectacle plutôt spectaculaire, en fait. Avant que les extraterrestres ne puissent demander ce qu'ils voulaient dire, la colline explosa. Une colonne d'eau surchauffée et de vapeur jaillit à près de 60 mètres dans les airs avec la force d'un lancement de fusée. Le son était comme un coup de tonnerre continu. Les combinaisons zéphyriennes enregistrèrent des températures qui feraient fondre leur armure et des pressions indiquant une explosion massive. Pourtant, les deux humains restaient là, regardant le spectacle avec un plaisir évident. « Magnifique, n'est-ce pas ?» commenta Amy. « Old Faithful entre en éruption toutes les 90 minutes environ. La température de l'eau atteint plus de 200 degrés Celsius. C'est assez chaud pour cuire instantanément des aliments. » Dexmo fixa le geyser avec horreur. « Vous vivez près de cette activité volcanique ?»« Oh, ce n'est pas volcanique, »
corrigea Tony avec amabilité. Eh bien, pas directement. Le parc entier se trouve au sommet d'un supervolcan, mais il est inactif depuis environ 70 000 ans. Ce ne sont que des phénomènes géothermiques. Nous en avons des milliers dans tout le parc. Le système de traduction lutta avec le concept de supervolcan. Quand il eut enfin traité l'information, les 3 Aphiriens firent un pas en arrière involontaire. « Supervolcan », répéta Kiesvar d'une voix faible. « Bien sûr », dit Amy. « Yellowstone est essentiellement une gigantesque caldeira volcanique. Si elle entrait en éruption un jour, cela affecterait probablement le climat de la planète entière. Mais ne vous inquiétez pas, les chances que cela arrive de sitôt sont très minces. » Les extraterrestres étaient encore en train de digérer cette information lorsqu'ils entendirent un son qui leur glaça le sang. Un profond grondement sourd résonna de la forêt derrière eux. Leurs combinaisons l'identifièrent immédiatement comme un défi territorial d'un grand prédateur. « Oh, regardez !» dit Tony, sortant un petit appareil de sa poche. « C'est un grizzly ! Probablement un mâle, à en juger par sa taille. Nous devrions nous éloigner. Ils peuvent être un peu grincheux à cette période de l'année. » La créature qui émergea des arbres était un cauchemar incarné. Elle mesurait près de 1,2 mètre à l'épaule, son corps massif couvert d'une épaisse fourrure brune. Les muscles ondulaient sous son pelage alors qu'elle se déplaçait, et ses griffes étaient plus longues que des couteaux de combat zaphiriens. Les petits yeux de l'ours se fixèrent sur le groupe, et il se dressa sur ses pattes arrière, révélant sa vraie taille. Debout, il dominait même les grands Zaphiriens. « Magnifique spécimen », murmura Amy, levant sa tablette pour prendre des photos. « Il pèse probablement environ 360 kg. Regardez ses griffes. Elles sont parfaites pour fouiller les troncs d'arbres tombés à la recherche d'insectes. » La main de Centaure se dirigea vers son fusil plasma. « Devrions-nous éliminer la menace ?»« Menace ?» Tony parut surpris. « Il ne menace personne. Il est juste curieux. Les ours sont en fait assez pacifiques, à moins que vous ne les dérangiez ou ne vous mettiez entre eux et leurs petits. » L'ours retomba sur ses 4 pattes et commença à marcher vers eux d'un pas décontracté qui démentait son apparence terrifiante. Les Zaphiriens regardèrent avec une horreur glacée cette créature, que leur combinaison classait comme un prédateur alpha, capable de déchirer leur armure, s'approcher à moins de 50 mètres des 2 humains sans armes. Tony frappa dans ses mains bruyamment. « Hé, l'ours, avance maintenant !» L'énorme prédateur le regarda un instant, puis se retourna et retourna dans la forêt comme si rien ne s'était passé. « Voilà !» dit Tony joyeusement. « Problème résolu. Maintenant, où voudriez-vous commencer votre visite du parc ?» Les 3 guerriers zaphiriens se regardèrent à travers les visières de leurs casques. Ils avaient atterri sur un monde dont le sol explosait régulièrement avec une force volcanique. L'air était à peine respirable, et d'énormes prédateurs erraient librement au milieu des habitants. Pourtant, les humains semblaient considérer cela comme normal, voire agréable. Kiesvar ouvrit son canal de communication vers le Griffe écarlate. « Commandant, » dit-il doucement, « je crois que nous avons peut-être sous-estimé ces humains. » Après 3 heures à Yellowstone, les éclaireurs zaphiriens étaient prêts à découvrir la civilisation humaine. Le sous-commandant Kvar avait demandé ce changement via une communication avec le capitaine Jake Morrison sur la base Aurora. Les extraterrestres espéraient que la visite d'une ville humaine leur apporterait un soulagement après la nature terrifiante qu'ils venaient de découvrir. Jake et Lisa Harper rencontrèrent le groupe sur un petit aérodrome en dehors du parc. Les humains avaient organisé un transport militaire pour emmener leurs invités à New York, qu'ils décrivaient comme l'une des plus grandes réalisations de la Terre en matière d'urbanisme et d'ingénierie. « Vous allez adorer New York », dit Lisa aux extraterrestres, alors qu'ils montaient à bord de l'avion. « C'est la maison de plus de 8 millions de personnes, et c'est l'une de nos villes les plus modernes, très civilisée par rapport à la nature sauvage. » Les Zaphiriens s'installèrent dans leur siège, leur combinaison environnementale travaillant toujours dur pour filtrer l'atmosphère terrestre. Le vol leur donnerait l'occasion de voir davantage la surface de la planète d'en haut. Ce qu'ils virent aggrava encore leur évaluation de la situation. En dessous d'eux, de vastes zones du continent étaient recouvertes d'une végétation verte que leur scanner identifiait comme une croissance totalement incontrôlée. Des forêts s'étendaient sur des centaines de kilomètres, sans aucun signe de gestion ou de culture. Des rivières coulaient dans des lits naturels,
au lieu d'être correctement canalisés par des systèmes artificiels. Plus inquiétant encore, ils pouvaient voir des preuves de feux de forêt réguliers, de tempêtes massives et d'autres catastrophes naturelles qui avaient été autorisées à remodeler le paysage sans aucune intervention apparente. Votre peuple ne contrôle-t-il pas la surface de votre planète ? Demanda Dexmo via le système de traduction. Jake parut perplexe face à la question. La contrôler ? Nous avons des villes, des fermes et des routes, mais la majeure partie de la planète est simplement une zone naturelle, sauvage, des forêts, des océans. Nous aimons avoir des zones sauvages. Mais les dangers ? Souligna Centaure. Les prédateurs, les tempêtes, l'instabilité géologique. Comment protégez-vous votre population ? Eh bien, nous construisons nos villes dans des endroits sûrs. Et nous avons des systèmes d'alerte précoces pour les intempéries, expliqua Lisa. Mais honnêtement, la majeure partie de la Terre est assez sûre si vous savez ce que vous faites et prenez des précautions raisonnables. Les Aphiriens échangèrent des regards. Leur monde d'origine avait été entièrement terraformé il y a des milliers d'années. Chaque mètre carré était contrôlé, géré et sécurisé. L'idée de laisser de vastes zones à l'état sauvage était incompréhensible pour eux. Alors qu'ils approchaient de New York, les extraterrestres eurent leur premier aperçu de l'ingénierie urbaine humaine. Au lieu des flèches de cristal et des plateformes flottantes qu'ils attendaient, ils virent une immense collection de structures rectangulaires, entassées les unes contre les autres. Les bâtiments s'étiraient vers le haut, sur des centaines de mètres, créant des canyons artificiels entre eux. Ces structures, observa Qatar, elles semblent être construites à partir de matériaux primitifs, de pierre, de métal et de ce qui ressemble à des mélanges de sable durci. Du béton et de l'acier principalement, confirma Jay. Certains de ces bâtiments existent depuis plus d'un siècle. Nous construisons des choses pour durer. La navette se posa sur une plateforme attachée à l'une des structures les plus hautes. Lorsque les portes s'ouvrirent, les Aphiriens furent frappés par un mur de son qui les fit chanceler. Le niveau sonore était plus élevé que tout ce qu'ils avaient connu, y compris sur des champs de bataille actifs. Leurs combinaisons identifièrent des centaines de sources sonores différentes, créant un rugissement continu qui serait utilisé comme guerre psychologique dans les opérations militaires aphiriennes. « Bienvenue à Manhattan », annonça Lisa joyeusement, apparemment insensible à l'assaut acoustique. L'heure de pointe vient de commencer, donc c'est un peu animé. Ils sortirent sur ce que Jake appelait un trottoir, et les extraterrestres réalisèrent immédiatement qu'ils se trouvaient au milieu d'un autre type de zone de catastrophe. Des flots d'humains s'écoulaient devant eux à grande vitesse, se faufilant les uns entre les autres selon des schémas qui semblaient complètement chaotiques. Des véhicules se déplaçaient dans les rues avec une agressivité à peine contrôlée, leurs moteurs primitifs brûlant des combustibles fossiles et produisant des nuages d'échappement. « Combien d'humains vivent dans cette zone ?» demanda Centaure, observant le flot incessant de personnes avec une stupéfaction croissante. À Manhattan, environ 1 600 000 habitants durant la journée, a précisé Jake. Mais en période d'activité, la population dépasse les 4 millions avec les navetteurs des zones avoisinantes. Ces chiffres étaient stupéfiants. L'intégralité du monde natal de Zéphran ne comptait que 2 milliards d'individus, répartis méthodiquement sur la surface aménagée de la planète. Cette seule île abritait plus de personnes que plusieurs de leurs mondes coloniaux. Une équipe de construction œuvrait sur un bâtiment proche, et le fracas de leurs équipements ajoutait au tumulte ambiant. Les Aphiriens observaient, fascinés, des humains manœuvrer des machines qui déchiraient le béton et l'acier comme de l'argile molle. Des étincelles jaillissaient de toutes parts, et des fragments de débris tombaient de grande hauteur. Pourtant, les ouvriers continuaient leurs tâches, avec une protection minimale. « S'agit-il d'une opération de démolition militaire ?» a demandé Dexmo. « Non, juste des travaux de construction ordinaires », a expliqué Lisa. « Ils rénovent la façade du bâtiment. C'est assez courant. » L'un des ouvriers, un dénommé Carlos Rodriguez, a remarqué les étranges visiteurs et leur a fait signe. Il se tenait sur une plateforme étroite, suspendue à 20 étages au-dessus de la rue, manœuvrant un équipement qui serait classé comme arme lourde sur la plupart des mondes. Une fois sa tâche achevée, il est descendu pour les rencontrer. « Salut !» a dit Carlos, retirant son casque et ses lunettes de sécurité. « Vous êtes là pour la visite. J'ai entendu dire que nous aurions des visiteurs VIP aujourd'hui. » Jake a fait les présentations, et Carlos a serré la main de chaque extraterrestre.
Sa poignée était suffisamment ferme pour être enregistrée par leur capteur de pression, et ses mains portaient les marques de longues années de travail manuel. « Que faites-vous là-haut » a dit Kevar, désignant le chantier. « Cela semble très dangereux. » Carlos a ri. « Dangereux ? Non, pas vraiment. Il faut juste faire attention avec l'équipement de sécurité, suivre les procédures. Mais je fais ce travail depuis 15 ans, c'est juste un boulot. » Les extraterrestres ont observé d'autres ouvriers poursuivre leurs tâches en altitude. Ils se déplaçaient avec une assurance décontractée sur des poutres et des plateformes étroites, manipulant des outils qui auraient transpercé leur armure, apparemment insensibles à la chute mortelle qui les attendait en contrebas. Les humains ne semblent pas craindre les hauteurs, a observé Centaure discrètement à ses compagnons. Leur exploration de la ville a continué. Et chaque nouvelle découverte ajoutait à leur stupéfaction grandissante. Ils ont vu des humains consommer des aliments et des boissons que leur combinaison classait comme potentiellement toxiques. Une vendeuse de rue nommée Maria Santos leur a offert des échantillons de ces tacos épicés qui contenaient des composés chimiques utilisés comme armes non létales lors des opérations de maintien de l'ordre zéphirène. « Essayez ceci », a dit Maria, tendant un petit piment. « C'est un habanero. Plutôt doux comparé à ce que j'utilise d'habitude. L'analyse chimique de leur combinaison a révélé des concentrations de capsaïcine qui provoqueraient une douleur sévère chez la plupart des espèces. Pourtant, les humains consommaient régulièrement ces substances par plaisir. Ils ont observé un groupe d'enfants humains jouer dans ce qu'on appelait une aire de jeu. L'équipement ressemblait à un parcours d'obstacles militaire conçu pour tester l'agilité et la force. Des structures métalliques chauffées par le soleil à des températures brûlantes, des plateformes élevées sans barrière de sécurité, et des dispositifs qui projetaient les enfants à des vitesses considérées comme dangereuses sur tout monde civilisé. Danny Kim, 8 ans, montrait ses talents sur les barres parallèles, se balançant d'une barre à l'autre, son poids corporel entier soutenu par la seule force de sa poigne. Une fois arrivé au bout, il a sauté au sol d'une hauteur qui aurait nécessité une assistance médicale pour la plupart des espèces extraterrestres. « Regardez ça !» a crié Danny, courant vers une structure qui le lançait sur un toboggan métallique lisse. Il a accéléré à des vitesses dangereuses avant de s'envoler de l'extrémité et d'atterrir dans un bac à sable. « Les enfants !» a dit Dexmo doucement. « Ils semblent s'entraîner aux opérations de combat. »« Combat ?» Lisa a paru confuse. « Non, ils jouent juste. » Ils s'amusent. Danny a entendu cela et a couru vers eux. Son sac à dos qu'il portait nonchalamment pesait plus que ce que certains adultes aériens pouvaient soulever. À l'intérieur se trouvaient des manuels scolaires, des fournitures et ce qui semblait être de l'équipement d'urgence. « Vous êtes vraiment des extraterrestres ?» a demandé Danny avec la curiosité directe d'un enfant. « C'est trop cool! Vous voulez me voir faire un salto arrière ?» Avant que quiconque puisse répondre, Danny a exécuté une manœuvre acrobatique complexe qui aurait mis au défi des soldats zéphyréens entraînés. Il a atterri parfaitement et leur a souri. « Danny !» a appelé une voix de l'autre côté de l'aire de jeu. « Il est temps de rentrer !»« C'est ma mère !» a expliqué Danny. « Je dois rentrer faire mes devoirs. Enchanté de vous avoir rencontrés, les extraterrestres. » Il a couru vers sa mère, se déplaçant avec la vitesse et l'endurance sans effort que les Aphiriens commençaient à reconnaître comme des capacités humaines normales. Au fil de la journée, les extraterrestres ont observé d'autres exemples de capacités humaines décontractées qui défiaient leur compréhension. Des ouvriers du bâtiment soulevant des poids massifs sans assistance mécanique. Des policiers pourchassant des criminels à pied sur des terrains qui mettraient au défi des véhicules militaires. Du personnel médical d'urgence travaillant calmement dans des conditions qui nécessiteraient des combinaisons de protection sur d'autres mondes. Le soir venu, alors qu'ils retournaient au transport qui les ramènerait à leur navette, les 3 guerriers zéphyréens sont restés silencieux. Ils en avaient vu assez pour comprendre que leur évaluation initiale de l'humanité était totalement erronée. Ces humains vivaient non seulement sur un monde dangereux, mais au sein d'une civilisation qui serait classée comme un exercice de survie continue selon les normes zéphyréennes. Pourtant, ils prospéraient, créant art, musique et littérature, élevant des familles et construisant une société complexe qui fonctionnait malgré des conditions qui détruiraient la plupart des espèces. Le commandant Kedvar a rapporté à Crimson Tone « Nous devons revoir entièrement notre compréhension de cette espèce. Ce qu'ils considèrent comme des conditions de vie normales
seraient classés comme des scénarios d'entraînement militaire extrême sur nos mondes. Expliquez, fut la réponse de Vexdol. Monsieur, ces humains ne se contentent pas de survivre sur leur planète. Ils ont fait de la survie un art, et ils ne réalisent même pas à quel point ils sont extraordinaires. La docteure Jennifer Adams a consacré la majeure partie de sa carrière à l'étude des formes de vie extraterrestres, bien que jusqu'à ce jour, ces formes de vie n'aient existé qu'en théorie et en spéculation. En tant que xénobiologiste de renom sur Terre, elle avait été sollicitée pour offrir aux Zéphyréens une présentation exhaustive sur l'évolution humaine et l'histoire biologique de la Terre. La réunion se déroulait dans une salle de conférence au Muséum d'histoire naturelle de New York. Jennifer avait préparé ce qu'elle considérait comme un aperçu fondamental du développement humain, pensant que cela aiderait les extraterrestres à mieux comprendre leurs nouveaux voisins. Elle ignorait que sa présentation modifierait radicalement la perception de l'univers par une civilisation galactique entière. « Avant de commencer, » a dit Jennifer, installant son ordinateur portable et son projecteur, « j'aimerais comprendre quel genre de monde est le vôtre. Cela pourrait m'aider à mieux expliquer les choses. » Le sous-commandant Kedvar a consulté son appareil de traduction avant de répondre. « Notre monde natal, Seria Prime, bénéficie de conditions climatiques stables, d'écosystèmes gérés et d'un contrôle démographique minutieux. La gravité y est environ la moitié de ce que nous expérimentons ici, et notre atmosphère contient des concentrations d'oxygène bien plus faibles. Nous avons éliminé la plupart des grands prédateurs et des caractéristiques géologiques dangereuses au cours des derniers millénaires. » Jennifer a hoché la tête pensivement. Cela ressemble à un environnement très sûr et bien organisé. La Terre est assez différente. Permettez-moi de commencer par quelques faits fondamentaux sur l'histoire de notre planète. Elle a cliqué sur sa première diapositive, qui montrait une chronologie s'étendant sur des milliards d'années. La Terre a connu 5 grandes extinctions de masse. Ce sont des périodes où la majeure partie de la vie sur la planète a complètement disparu. La plus récente remonte à 66 millions d'années, quand l'impact d'un astéroïde a anéanti la plupart des grands animaux, y compris les dinosaures. Les 3 Zéphyréens se sont agités inconfortablement sur leur siège. Leur combinaison filtrait toujours l'atmosphère terrestre, mais ils s'étaient au moins habitués à la gravité écrasante. « Impact d'astéroïde » a demandé Centaure. « Votre monde a été frappé par de grands corps spatiaux à plusieurs reprises. » Jennifer a confirmé. L'impact qui a mis fin à l'ère des dinosaures a créé un cratère de 150 km de large et a temporairement obscurci le Soleil avec des nuages de débris. Mais la vie a survécu et a finalement prospéré à nouveau. En fait, si cet impact n'avait pas eu lieu, les humains n'auraient peut-être jamais évolué. Elle a cliqué sur la diapositive suivante, montrant une carte de la Terre durant diverses périodes glaciaires. Le climat de la Terre a également connu des changements spectaculaires. Nous avons eu des périodes où la majeure partie de la planète était recouverte de glace, et d'autres périodes où il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Pendant certaines périodes glaciaires, les calottes glaciaires dépassaient 1 km d'épaisseur et couvraient la plupart des continents du Nord. Comment la vie a-t-elle survécu à de tels changements climatiques extrêmes ? A demandé Dexmo. L'adaptation, a répondu Jennifer simplement. Les espèces qui ne pouvaient pas s'adapter ont disparu. Celles qui pouvaient survivre ont transmis leurs traits de survie à leur progéniture. Ce processus, répété sur des millions d'années, a créé l'incroyable diversité de vie que nous voyons aujourd'hui. Elle est passée à une diapositive montrant l'histoire de l'évolution humaine. Les humains modernes ont évolué en Afrique il y a environ 200 000 ans. Mais nous n'avons pas évolué dans un environnement sûr et protégé. Les premiers humains ont dû rivaliser avec certains des prédateurs les plus dangereux ayant jamais vécu. L'image suivante montrait un tigre à dents de sabre. Ses canines massives, clairement visibles. Les tigres à dents de sabre étaient des chasseurs actifs, qui ciblaient spécifiquement les grands primates comme les premiers humains. Ils avaient une meilleure vision nocturne, des muscles plus puissants, des armes naturelles et des sens supérieurs. Selon toutes les mesures logiques, ils auraient dû les pousser à l'extinction. Mais manifestement, ils ne l'ont pas fait, a observé Kevar. Non, ils ne l'ont pas fait.
Les humains ont développé quelque chose qu'aucune autre espèce n'avait, la chasse à la persistance. Nous pistions des proies pendant des jours, voire des semaines, les poursuivant jusqu'à ce qu'elles succombent à l'épuisement. Nous n'avions pas besoin d'être plus rapides ou plus puissants. Il suffisait que nous soyons plus tenaces. Jennifer leur a diffusé une vidéo montrant des humains contemporains utilisant des techniques de chasse à l'épuisement. Les Apiriens ont observé, sidérés, des coureurs humains suivre des animaux sauvages sur de vastes étendues, maintenant une cadence régulière qui aurait terrassé leurs véhicules mécanisés. « Mais notre espèce n'est pas la plus rapide de votre monde », a fait remarquer Centaure. « Non, mais nous sommes parmi les plus performants en endurance. Nous pouvons maintenir un rythme soutenu plus longtemps que la quasi-totalité des autres mammifères. Nous avons également développé des outils perfectionnés, des stratégies de chasse coopératives et des systèmes de communication qui nous ont permis de collaborer face à des animaux bien plus grands et dangereux. » La présentation s'est poursuivie avec des exemples de survie humaine dans des milieux extrêmes. Jennifer a montré des séquences d'humains subsistant dans des environnements arctiques où les températures descendaient fréquemment bien en dessous de zéro, dans des régions désertiques où l'eau était rare et les températures fatales, et dans des zones montagneuses où les niveaux d'oxygène étaient trop faibles pour la plupart des espèces. Certaines populations humaines vivent dans ces environnements extrêmes depuis des milliers d'années, a expliqué Jennifer. Elles ont développé des adaptations biologiques qui leur permettent de prospérer dans des conditions qui seraient létales pour des visiteurs d'autres régions. Votre espèce s'est adaptée biologiquement pour survivre dans des environnements variés, a constaté Kevar. À quelle vitesse? Relativement rapidement, en termes évolutifs. Certaines populations présentent des adaptations mesurables en quelques milliers d'années seulement. Par exemple, les humains vivant en haute altitude ont développé une plus grande capacité pulmonaire et un traitement plus efficace de l'oxygène. Les humains des régions arctiques possèdent des métabolismes différents qui les aident à survivre au froid extrême. Jennifer est ensuite passée à ce qu'elle considérait comme la partie la plus intéressante de sa présentation, le développement de l'enfant humain. Les nourrissons humains naissent complètement impuissants. Ils ne peuvent ni marcher, ni se nourrir, ni survivre sans des soins constants pendant plusieurs années. Chez la plupart des espèces animales, cela serait une impasse évolutive. Elle leur a montré des images de nourrissons humains et les a comparés aux petits d'autres espèces. La plupart des animaux naissent avec des compétences de survie fondamentales déjà développées. Ils peuvent marcher en quelques heures ou jours, trouver de la nourriture et échapper aux prédateurs. Les enfants humains ne peuvent rien faire de tout cela avant des années. Alors, comment votre espèce a-t-elle survécu? A demandé Dexmo, manifestement perplexe. Grâce à la coopération communautaire et à des soins parentaux prolongés. Les adultes humains risquent leur vie pour protéger leurs enfants et des communautés entières travaillent ensemble pour élever les jeunes. Cette enfance prolongée permet aux enfants humains d'acquérir des compétences complexes, le langage et des connaissances culturelles qu'aucun animal solitaire ne pourrait jamais développer. Les extraterrestres commençaient à comprendre qu'ils étaient face à une stratégie évolutive radicalement différente de tout ce qu'ils avaient connu. La présentation de Jennifer s'est conclue par une section sur les capacités physiques des humains modernes. Elle avait organisé une démonstration par deux militaires de ce qu'elle appelait les standards de conditions physiques humaines de base. Le capitaine de marine, Alex Rivera, et la sergente de l'armée, Kate Sullivan, sont entrés dans la salle de conférence dans leurs uniformes de service. Tous deux semblaient détendus et amicaux, ne manifestant aucun signe du stress que les Apiriens ressentaient juste en étant assis sous la gravité terrestre. Alex et Kate représentent le personnel militaire humain typique, a expliqué Jennifer. Ils vont vous montrer quelques exercices d'entraînement physique standard. Alex a commencé par ce qu'il a appelé une simple routine d'échauffement. Il s'est couché au sol et a commencé à faire des pompes, supportant tout le poids de son corps avec ses seuls bras. Les Apiriens l'ont observé avec stupéfaction, alors qu'il effectuait 50 répétitions sans montrer le moindre signe de fatigue. Kate a démontré des tractions, se suspendant à une barre et soulevant tout le poids de son corps à plusieurs reprises, en utilisant uniquement sa force de préhension et ses muscles des bras.
Elle donnait l'impression que c'était sans effort. Ces exercices font partie des exigences de base de la condition physique militaire, a expliqué Alex. Chaque soldat est censé atteindre ses standards minimaux. Standards minimaux? A faiblement demandé Centaure. Oui, bien sûr, a répondu Kate. Ce n'est que le niveau de base. Le personnel des forces spéciales s'entraîne beaucoup plus intensément. Et ce n'est que de l'entraînement musculaire. Nous faisons aussi de la course d'endurance, des parcours d'obstacles, de l'entraînement au combat et des exercices de survie. Alex leur a montré une partie de l'équipement utilisé à l'entraînement militaire. Des poids qui dépassaient la capacité de levage des armures de puissance apyriennes. Des parcours d'obstacles qui mettraient au défi leurs forces spéciales les plus élitistes. Et des armes qui reposaient sur les réflexes et la précision humaine, plutôt que sur des systèmes de ciblage automatisés. Le plus remarquable, a poursuivi Jennifer, c'est que ces capacités physiques ne sont pas limitées au personnel militaire. La plupart des humains en bonne santé sont capables de prouesses similaires. Les enfants humains se livrent régulièrement à des activités qui seraient considérées comme des exercices d'entraînement dangereux sur d'autres mondes. Elle leur a montré des séquences de sport et d'activités récréatives humaines. L'escalade, où des humains gravissaient des falaises verticales en utilisant uniquement leur force de préhension et leurs compétences de résolution de problèmes. Le rafting en eau vive, où ils naviguaient sur des rapides violents dans de petites embarcations. Le parachutisme, où ils sautaient d'aéronefs à haute altitude pour le plaisir. « Vous faites ces choses pour le plaisir ?» a demandé Kevar, fixant une vidéo d'humains faisant du saut à l'élastique depuis des ponts. « Beaucoup de gens le font », a confirmé Jennifer. « Nous les appelons des sports extrêmes, mais ce sont des activités récréatives populaires. Des millions d'humains participent à des activités de ce genre chaque année. » À la fin de la présentation, les 3 guerriers apyriens demeuraient dans un silence sidéré. Tout ce qu'ils avaient observé au cours des 2 derniers jours prenait soudainement sens. Ces humains n'étaient ni exceptionnellement courageux, ni téméraires. Ils étaient le produit d'un processus évolutif qui avait créé une espèce capable de prospérer dans des conditions qui détruiraient la plupart des autres formes de vie. « Dr Adams » a dit Kevar. « En fin de compte, ce que vous avez décrit suggère que les humains sont peut-être l'espèce la plus physiquement capable de la galaxie connue. » Jennifer a semblé surprise. « Vraiment ? Je veux dire, nous sommes raisonnablement athlétiques, mais nous ne sommes pas particulièrement spéciaux. Chaque espèce évolue pour correspondre à son environnement. »« Dr Adams, » a dit Centaure doucement, « la plupart des espèces évoluent dans des environnements stables et sûrs. Nous n'avons jamais rencontré une espèce qui a évolué sous une menace constante de prédateurs, de catastrophes naturelles et d'extrêmes environnementaux. Qu'est-ce que cela signifie pour nos 2 espèces ?» a demandé Jennifer. Les 3 aliens se sont regardés. Ils commençaient à comprendre que le premier contact entre les humains et l'Empire apyrien allait être très différent de ce que quiconque avait prévu. « Cela signifie, » a répondu Kevar, « que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, et peut-être beaucoup à reconsidérer quant à notre vision de la galaxie. » Le vol de retour vers le Crimson Tone fut le plus long voyage de la carrière militaire du sous-commandant Kev Var. Son rapport au commandant Vextal allait changer tout ce que l'Empire apyrien pensait savoir sur la galaxie. Alors que leur navette s'élevait de la surface de la Terre, les 3 guerriers regardaient la planète rapetissée sous eux, toujours en train de tenter de comprendre ce qu'ils avaient vu. Le commandant Ketzvar a parlé à son communicateur dès qu'ils ont atteint l'orbite, demandant une conférence privée immédiate avec le personnel supérieur. Niveau de classification, menaçant l'Empire. La réponse est venue immédiatement. Accordé, présentez-vous à la salle de conférence Alpha dès l'accostage. Moins d'1 heure plus tard, Ketzvar se tenait devant les officiers supérieurs du Crimson Tone, sa présentation préparée et ses conclusions prêtes. L'affichage holographique montrait des images et des enregistrements vidéo de leur séjour à la surface de la Terre. « Commandant honoré », commença-t-il, « je dois recommander une reclassification immédiate du monde natal humain et une révision complète de nos protocoles de premier contact. » Le commandant Vextal s'inclina en avant sur son siège, ses 4 yeux fixant intensément son subordonné. « Expliquez votre raisonnement, sous-commandant. »« Monsieur, la Terre doit être classée comme un monde mortel de classe 4, la plus haute cote de danger dans notre système.
La gravité est 1,8 fois notre standard. La concentration d'oxygène atmosphérique est proche des niveaux toxiques pour la plupart des espèces connues. Et l'instabilité géologique nécessiterait des protocoles d'évacuation sur n'importe quel monde civilisé. Il est passé à l'image suivante, montrant l'ours grizzly qu'ils avaient rencontré. Les prédateurs indigènes incluent des créatures pesant jusqu'à 800 kg, avec des armes naturelles capables de pénétrer une armure légère. Les humains vivent parmi ces prédateurs comme une routine. Mais sûrement les humains ont la technologie pour se protéger, suggéra l'officier scientifique. C'est la partie remarquable, monsieur. Ils ne nécessitent aucune technologie spéciale. Leurs capacités physiques leur permettent de survivre naturellement dans ces conditions. Keith va montrer une vidéo d'ouvriers du bâtiment vacant à leurs occupations. Ce que vous voyez ici est un travail manuel de routine. Ces humains soulèvent des masses qui nécessiteraient une assistance motorisée pour notre espèce, travaillent à des hauteurs qui nécessiteraient un équipement de sécurité et opèrent dans des conditions environnementales qui seraient classifiées comme des tâches dangereuses. La présentation se poursuivit avec des séquences d'un terrain de jeu et la démonstration par le personnel militaire. À chaque nouvelle révélation, les officiers zapyriens devenaient plus silencieux et pensifs. Les enfants humains, ajouta Centaure, s'engagent dans des activités que nous classifierions comme des exercices d'entraînement avancé. Leur système éducatif semble être conçu pour développer la résilience physique et mentale face à des conditions extrêmes. Suggérez-vous, commandant Vextal demanda lentement, que l'espèce humaine entière est composée de ce que nous classerions comme du personnel des forces spéciales d'élite? Monsieur, je suggère que nos forces spéciales d'élite seraient considérées comme des civils moyens selon les normes humaines. Le silence dans la salle de conférence était total. Finalement, Vextal a activé son système de communication. Officier des communications, établissez un contact immédiat avec le haut commandement. Transmission prioritaire Alpha. L'écran holographique s'illumina, affichant l'image du suprême amiral Kfax, chef militaire de l'Empire Zéphrian. Son visage grave témoignait qu'il avait déjà été informé de la nature exceptionnelle de cette communication. Rapport, commandant Vexto. Suprême amiral, nous avons établi le premier contact avec l'espèce désignée sous le nom d'humain. Je recommande la suspension immédiate de tous les projets d'expansion dans ce secteur et l'instauration de protocoles diplomatiques au plus haut niveau. Pour quelle raison? Vextol fit un geste vers Kedvar, qui recommença sa présentation. Cette fois, celle-ci incluait une analyse détaillée des capacités humaines comparées aux espèces galactiques connues. Les chiffres étaient stupéfiants. Les ratios force sur poids des humains surpassaient ceux de la plupart des espèces militaires. Leurs aptitudes d'endurance étaient hors normes. Leur tolérance environnementale était plus large que celle de toute autre espèce répertoriée dans la base de données. Suprême amiral, conclut Kvar, je crois que nous avons rencontré la première véritable espèce de monde mortel dans l'histoire galactique. Ils n'ont pas seulement évolué pour survivre sur leur planète, mais pour prospérer dans des conditions qui anéantiraient nos meilleurs guerriers. Quelles sont vos recommandations stratégiques? Demanda Kfax. Monsieur, toute action militaire contre la Terre entraînerait probablement un échec catastrophique. Ces humains n'ont peut-être pas encore de technologie spatiale avancée, mais s'ils venaient à la développer, ils représenteraient une menace pour tous les mondes civilisés de la galaxie. Vous insinuez qu'ils sont intrinsèquement hostiles? Non, monsieur, bien au contraire, ils semblent pacifiques et coopératifs par nature, mais leurs capacités sont si largement supérieures aux nôtres que tout conflit serait perdu d'avance. Le suprême amiral réfléchit à cette information durant plusieurs minutes. Êtes-vous certain de votre évaluation? Monsieur, j'ai examiné toutes les données disponibles. J'engage ma carrière et l'honneur de ma famille sur cette évaluation. Les humains ne ressemblent pas aux autres espèces que nous avons rencontrées. Ils sont ce que les autres espèces deviennent lorsque l'évolution est façonnée par une pression de survie constante. Cléax prit sa décision. Très bien. J'autorise l'implémentation immédiate du protocole 7. Le protocole 7 représentait le niveau le plus élevé d'engagement diplomatique de l'Empire, réservé aux espèces constituant des menaces existentielles pour la civilisation Zéphrian. Il n'avait jamais été utilisé auparavant.
Commandant Vextol, vous demeurerez dans le système solaire de la Terre en qualité de notre ambassadeur. Établissez une mission diplomatique permanente et initiez des programmes d'échange culturel. Je désire tout connaître de ces humains. Compris, suprême amiral. Et commandant, ajouta Cax, assurez-vous qu'ils comprennent que l'Empire vient en paix. La dernière chose que nous souhaitons est de leur donner une raison de nous considérer comme une menace. 3 mois plus tard, l'ambassadrice Hélène Roberts sortit de sa navette sur la surface de Zapiraya Prime. Ancienne pilote d'essai de la marine, Hélène avait été choisie pour diriger la première mission diplomatique interstellaire de la Terre en raison de son expérience des conditions extrêmes et des situations de haute tension. La délégation zéphrienne qui l'accueillit était impressionnante. Le suprême amiral Kfax lui-même, accompagné d'une garde d'honneur complète composée des meilleurs guerriers de l'Empire. Ils observaient nerveusement Hélène descendre la rampe de la navette, vêtue d'une simple combinaison diplomatique standard, ne montrant aucun signe de malaise malgré sa présence sur un monde étranger. « Salutations, suprême amiral !» dit Hélène avec un sourire chaleureux. « Merci de l'invitation à visiter votre magnifique monde natal. » Kfax s'inclina formellement, un geste de respect habituellement réservé aux têtes couronnées en visite. « Ambassadrice Roberts, l'honneur est le nôtre. Comment trouvez-vous notre gravité et notre atmosphère ?» Hélène observa les alentours, respirant normalement malgré son immersion dans un environnement auquel l'espèce zéphrian avait mis des millions d'années à s'adapter. « Très confortable, je vous remercie. La gravité est plutôt agréable en fait, beaucoup plus douce pour les articulations que la gravité terrestre normale. » Le suprême amiral désigna le transport qui les mènerait à la capitale. Nous avons préparé des hébergements dans notre installation la plus raffinée. Nous espérons qu'ils conviendront à vos besoins. Je suis certaine que ce sera merveilleux, répondit Hélène. Oh, j'ai apporté quelques cadeaux de la Terre, des mets et des boissons traditionnelles à partager. J'ai pensé que vous apprécieriez de goûter à une cuisine terrestre authentique. Elle ouvrit une petite mallette contenant des articles qui, sur la plupart des mondes, auraient requis une manipulation par des équipes hazmat. Du café, avec des concentrations de caféine pouvant être classées comme stimulants, du chocolat, avec des composés légèrement toxiques pour la plupart des espèces, et des épices enregistrées comme irritants chimiques. « Quelle délicatesse !» parvint à articuler Kfax, se demandant comment il allait pouvoir se débarrasser en toute sécurité de ce qui s'apparentait à des armes biologiques déguisées en douceur. Pendant leur trajet vers la capitale, Hélène discuta avec désinvolture de son voyage, de la beauté de l'espace et de son enthousiasme pour l'échange culturel. Elle semblait parfaitement à l'aise, inconsciente d'être traitée avec un respect et une prudence habituellement réservés aux armes de destruction massive. Pendant ce temps, sur Terre, le capitaine Jake Morrison prenait ses fonctions de premier coordinateur des communications interstellaires de l'humanité. La base Aurora avait été agrandie pour devenir une installation diplomatique à part entière, et Jake se retrouvait à gérer les communications avec des douzaines d'espèces extraterrestres, ayant découvert l'humanité via le réseau Zéphrian. Tous les messages suivaient un schéma similaire. Salutations de la République Altriane. Nous avons entendu des récits remarquables concernant votre espèce et votre monde natal. Nous serions honorés d'établir des relations pacifiques avec votre peuple. L'Assemblée cristalline envoie ses salutations à l'espèce humaine. Nous avons été informés que vous êtes un peuple unique, doté de capacités extraordinaires. Nous recherchons la connaissance et l'amitié. Des nomades de l'espace profond aux humains de la Terre. Nous avons appris que vous vivez sur un monde qui mettrait les dieux eux-mêmes au défi. Nous saluons votre force et vous offrons notre amitié. Chaque message portait le même thème sous-jacent. Ces civilisations extraterrestres n'étaient pas seulement impressionnées par l'humanité, elles étaient subjuguées. La Terre était devenue une légende dans l'espace local, le monde impossible où vivaient des êtres impossibles. Jake se pencha en arrière sur sa chaise et regarda les étoiles à travers la fenêtre d'observation de la base Aurora. Un an auparavant, l'humanité était seule dans l'univers. À présent, elle était l'espèce la plus célèbre de la galaxie, et elle avait atteint ce statut non par la conquête ou la technologie avancée, mais simplement en étant elle-même. Sur son bureau se trouvait un message du Conseil galactique, une organisation régissant les relations entre les espèces civilisées. Ils invitaient formellement l'humanité à les rejoindre en tant que membres à part entière.
avec tous les droits de vote et de représentation. Le message était respectueux, presque empreint de révérence. Nous serions honorés, disait-il, d'accueillir les représentants de la Terre à notre assemblée. La perspective unique et les capacités remarquables de votre espèce seraient inestimables pour notre sagesse collective. Jake sourit et commença à rédiger la réponse de l'humanité. Il se demanda quelles autres surprises les attendaient parmi les étoiles. Mais une chose était certaine. La galaxie avait appris que parfois, les personnes les plus extraordinaires sont celles qui ne réalisent pas à quel point elles le sont. Et quelque part dans l'espace, sur des dizaines de mondes à travers le bras local de la galaxie, des espèces extraterrestres révisaient discrètement leur doctrine militaire, leurs protocoles diplomatiques et leurs politiques d'exploration. Une nouvelle puissance avait émergé, une puissance qui ignorait même sa propre force. L'ère de l'humanité parmi les étoiles avait commencé.